Bonjour à tous et bienvenue en direct dans le grand dossier de ce samedi soir. Verra-t-on un jour des drones russes survoler le ciel français, le territoire français plus exactement? Nouvelle alerte ces dernières heures, notamment au-dessus de Munich, mais pas seulement. Et pourtant, nous semblons impuissants, ce qui agace profondément le président français. Il est également très important de mettre fin à ce qui se passe au Danemark. Et pour certains autres pays, parce qu'il est très important d'être clair. Je pense que comme réponse principale, nous devons être plus imprévisibles et maintenir plus d'ambiguïté stratégique, avec des messages très forts. Les drones qui souhaitent violer nos territoires prennent tout simplement un grand risque. Ils peuvent être détruits. C'est aussi simple que ça. Nous ne sommes pas là pour leur donner plus d'explications. Il faut détruire ces drones. Le chef de l'État français, agacé, fatigué de ces survols de drones depuis plusieurs semaines. Maintenant, Thomas Misraki, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Grand reporter pour la rédaction de TF1 et LCI. Marianne Babiche est avec nous également. Bonjour, chère Marianne. Conseillère en communication, vous êtes franco-ukrainienne. Stéphane Marchand, bonjour. Merci d'avoir accepté de revenir sur ce plateau. Vous dirigez le magazine Pour l'Écho. Vous avez été correspondant pour Le Figaro à Washington, entre autres dans votre carrière. Richard Verly qui est là. Bonjour à vous. Bonjour. Cher Richard, vous êtes journaliste également, correspondant France-Europe pour le quotidien Blick, c'est un quotidien suisse. Vous avez écrit entre autres ce livre, Le bal des illusions, ce que la France croit, ce que le monde voit, publié chez Grasset. Et le général Jean-Paul Perruche, merci infiniment d'avoir accepté. Je suis ravie de vous retrouver, général. Vous êtes général de corps d'armée, ancien directeur général de l'état-major militaire de l'Union européenne. Merci beaucoup à tous les 6 d'avoir accepté notre invitation, parce que je vous parlais de Munich. Alors plus précisément de l'aéroport de Munich, il y a eu 2 drones dans la nuit qui ont été repérés tout près des pistes, ce qui évidemment a déclenché une alerte immédiate. Le trafic paralysé pour la 2e nuit consécutive. Alors le trafic a repris ce matin aux premières heures du jour, mais évidemment les préoccupations sont nombreuses quant à la sécurité aérienne au-dessus de l'Allemagne et plus largement au-dessus des territoires européens. Vous avez entendu le chef de l'État, Emmanuel Macron. Écoutez ce que dit Thomas Régnier, qui est porte-parole de la Commission européenne. Cela montre une fois de plus que l'ensemble de l'Union européenne est en danger. La Belgique et l'Allemagne ont été touchés. Lorsque 2 États membres sont concernés, qu'il ne s'agit plus de pays en première ligne, qu'il ne s'agit plus de pays situés sur le flanc Est, il s'agit vraiment de l'Union européenne dans son ensemble. Général Perruche, question très simple. Il cite la Belgique, il cite l'Allemagne. Il dit que ça n'est plus que les pays qui sont en première ligne sur le front Est de l'Europe. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'on a passé un cap dans ces agressions dont on ne sait pas encore foncièrement si elles sont bien russes ou pas, puisque par essence, on fera un point sur les enquêtes tout à l'heure, mais par essence, la Russie nie avoir envoyé ces drones. Écoutez, c'est un phénomène qui est nouveau, premièrement. Deuxièmement, il est concomitant avec ce qui se passe en Ukraine. Troisièmement, il s'agit de modes d'action qui ne sont pas signés. Et donc, c'est difficile de savoir exactement, premièrement, quel est l'objectif, et deuxièmement, quels sont les gens qui sont derrière, si vous voulez. Donc, ça se présente déjà comme ça, le problème. Après, je pense que si la Russie est impliquée, ce qui est probable. Si la Russie est impliquée, il s'agit d'un test supplémentaire à l'égard de l'Europe, unité des pays européens par rapport à un phénomène nouveau qui les menace, et puis test également de la capacité de réponse de nos différents pays à ce type de menace. Alors, 2 questions. Premièrement, quand bien même ils ne seraient pas russes, est-ce qu'il ne faudrait pas les neutraliser? On n'a pas le droit de faire voler un drone au-dessus d'un aéroport, c'est interdit, enfin en tout cas en France c'est interdit, au-dessus d'un certain nombre d'endroits stratégiques. Et deuxièmement, c'est une question que je posais à mes invités tout à l'heure dans l'émission précédente, pourquoi faudrait-il absolument qu'on agisse tous en unité? Est-ce que chaque pays ne peut pas se permettre d'avoir ses propres règles? Quand on avait vu par exemple la Pologne faire décoller des avions, alors après il y a une question de proportion et de moyens, mais pourquoi faudrait-il qu'on ait une réponse unitaire face à Vladimir Poutine là-dessus? Parce qu'il est dans l'intérêt des pays de l'Union européenne d'avoir quand même un front uni par rapport à ce qui les menace tous. Même sur un drone? Même sur un drone, si vous voulez. On a terriblement de difficultés à avancer vers cette fameuse Europe de la défense.
justement parce que nous manquons de scénarios concrets face auxquels tous les pays européens agiraient ensemble. On sait très bien qu'ensemble, on va être très puissants, mais séparément, on va l'être beaucoup moins. Oui, forcément. Et évidemment, en fonction de la position géographique de ces différents pays, les réactions vont être différentes. Et c'est là-dessus, précisément, que Vladimir Poutine pourrait insister. Hein. Thomas, on voit les images là. Là, on est au Danemark, c'était le 26 septembre. On a vu pas mal d'images. Vous qui avez, l'habitude du terrain et vous êtes allé en Ukraine plusieurs fois, un drone la nuit, il ne vole pas toute lumière allumée. C'est fait pour qu'on le voit. Alors, ça peut techniquement être désactivé, mais effectivement, si les lumières sont allumées, c'est pour qu'ils soient repérés. Ces drones, ils ne sont pas difficiles à repérer. Hein. A priori, ce sont de petits drones quadrimoteurs. Ce ne sont pas des Shahed, ce ne sont pas des Reaper ou d'autres drones utilisés par l'armée française ou d'autres armées. Ce sont des... On appelle des drones civils. Oui, ce sont des drones civils qui sont peut-être adaptés à des fins militaires, qui sont peut-être utilisés de manière un peu différente que ce que feraient évidemment des gens. Je dis utilisés de manière différente parce qu'effectivement, vous l'avez noté par exemple en France, mais dans d'autres pays, dans quasiment tous les pays du monde, tous ceux qui ont opéré des drones le savent, vous ne pouvez pas voler au-dessus des aéroports, de certains sites. Pour une simple bonne raison, c'est que quand vous allumez votre drone, il ne démarre pas. Il ne vole pas parce que dans son logiciel, il repère où il est et il y a des zones interdites. Donc, si vous voulez le faire voler au-dessus d'un aéroport, il faut modifier ce drone. Voilà. Donc, en fait, c'est pas des enfants qui s'amusent à faire ça généralement. Il y a une volonté de créer une sorte de climat. Ça, c'est important, je savais pas. C'est-à-dire que, moi, je suis pas droniste moi-même, donc je découvre, mais ça veut dire que si moi j'ai mon petit drone, je veux faire la maline et j'habite à côté de Roissy et je me dis je vais aller faire voler mon drone au-dessus des pistes, il ne décollera pas. C'est impossible. Alors, vous pouvez le faire décoller si vous changer les réglages logiciels. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut avoir vraiment envie de... Mais il faut le faire volontairement. C'est pas un drone qui s'est égaré. Non, votre drone, si vous achetez un drone dans le commerce et que vous essayez de le faire voler au-dessus d'un aéroport, ça ne marchera pas en France. D'accord. Et ça ne marche pas dans des pays, nous on a essayé de le faire en Colombie par exemple, ça ne marche pas non plus. Donc voilà, il faut quand même une certaine maîtrise et connaissance des systèmes pour le faire voler au-dessus de zones interdites. Ok, alors il y a une chose évidemment, donc, et on l'a dit et redit, la Russie nie, alors il y a un certain nombre de drones et c'est compliqué de nier parce qu'on a retrouvé les débris, je pense à la Pologne notamment. En tout cas, il y a 2 jours, Vladimir Poutine donnait une conférence de presse dans ce grand raout qui a lieu chaque année du côté de Sotchi, qui est un forum qui s'appelle Valdai, qui est assez prestigieux. Et on lui pose la question, évidemment, question préparée, j'imagine bien, on lui pose la question, est-ce que vous pouvez arrêter de faire voler des drones au-dessus du territoire européen parce que ça les agace, les Européens. Écoutez. Nous allons créer une nouvelle unité au sein de la police fédérale qui se consacrera exclusivement à la défense contre les drones et qui comprendra également des départements de développement et de recherche. Le département de la défense contre les drones sera en étroite collaboration avec nos partenaires, notamment Israël et l'Ukraine. Alors là, on était sur le porte-parole de la Commission européenne qu'on entendait tout à l'heure, sur justement le fait qu'il fallait absolument réagir. Ce que je voulais, c'était écouter Vladimir Poutine il y a 2 jours, lors de sa conférence de presse, au sujet justement de ces fameux drones, dont il nie être le commanditaire, l'instigateur évidemment. Et écoutez ce qu'il répond. Sonore de Vladimir Poutine, si c'est possible. Merci beaucoup. Président Vladimirovitch, pourquoi envoyez-vous autant de drones au Danemark? Ils sont fébriles. Arrêtez ça, s'il vous plaît. D'accord, je ne le referai plus. Je n'enverrai plus de drones. Ni en France, ni au Danemark, comme à Copenhague. Où est-ce qu'il y en a eu d'autres? Ah oui, et ni à Lisbonne. L'hystérie est à son comble. Bon, alors évidemment, ça nous fait sourire, Richard Verly, ça nous fait sourire. Il est en train il se fiche de nous, en fait, globalement, Vladimir Poutine. Accusez-moi de tous les mots que vous souhaitez. C'est pas moi. Enfin, si c'est moi, si ça peut vous faire plaisir, c'est moi. Mais je promis, je le referai plus. Il joue à quoi, là? Il parle à sa population. Où ça l'agace, justement? Si c'est vraiment la Russie qui opère ces incursions de drones, l'objectif, il est clair, c'est de tester la riposte européenne. C'est de voir dans quelle mesure, avec quels moyens les Européens réagissent et s'ils abattent les drones, s'ils ne les abattent pas, s'ils les forcent à atterrir, etc., etc. Ça, c'est dans le cas où la Russie est responsable de toutes les incursions de drones. Lui, la réponse est facile. Il dit « accusez-moi, comme vous l'avez dit, de tous les maux », ce qui est une manière d'enterrer le sujet en quelque sorte,
de ne pas reconnaître son éventuelle responsabilité. Après, il y a un cas particulier, on l'a vu en France avec l'arraisonnement de ce navire qui fait partie de la flotte fantôme russe, c'est que si d'aventure ces drones décollent de navires, comme on l'a dit, notamment au large du Danemark, ça change un peu la donne parce que beaucoup de ces navires de la flotte fantôme russe sont en fait des navires qui appartiennent à la Russie, puisque Vladimir Poutine, via son ami oligarque Sechin, a constitué cette flotte. Ils ont acheté quantité de navires qui sont immatriculés avec des pavillons de complaisance et qui naviguent au nom d'entités. Oui, c'est ça, et qui sont des navires qui d'ailleurs n'existent pas d'un point de vue administratif. Donc ça veut dire que si les Européens, et il faudra à un moment donné sans doute le faire, et peut-être que ce qu'a fait la France est le début de ce genre d'opération, si les Européens se mettent à arraisonner des navires suspects de la flotte fantôme, de facto, même si le pavillon sur ce navire n'est pas russe, ce sont des navires qui appartiennent à la Russie. Alors justement, on avait beaucoup parlé de ces drones qui avaient été lancés. Ça avait commencé par la Pologne. Et puis, à partir de la semaine dernière, on s'est dit, mais enfin, à chaque fois, les pays nous disent il va y avoir des enquêtes. Alors, où en sont ces enquêtes? Brandon Warrett a regardé. Vous allez pouvoir nous en dire un peu plus, Brandon, d'où ils viennent, ces drones? Oui, effectivement. Alors, l'enquête qui avance à grands pas. Pour les autorités danoises, on en parlait beaucoup la semaine dernière, vous l'avez dit, intrusion dans l'espace aérien danois. Donc, on fait un lien entre la flotte fantôme russe et ces intrusions. Enquête qui avance énormément. Alors, en plus de transporter du pétrole en contournant les sanctions internationales, eh bien, cette flotte fantôme russe servirait de rampe de lancement pour des drones et pour s'introduire dans des espaces aériens étrangers. Regardez ce bateau, l'Alexander, qui est beaucoup évoqué dans la presse danoise ces derniers jours. Il y a une enquête qui est en cours. On dit dans cette presse que ce bateau aurait été aperçu aux alentours des côtes danoises lorsqu'il y a eu de nombreuses intrusions. Alors, du côté de Copenhague, on s'arrête sur 2 cargos, notamment l'Oslo Carrière 3, c'est d'un équipage russe avec un pavillon portugais, mais c'est surtout cet autre navire qui intéresse les autorités danoises et qui pourrait avoir servi de rampe de lancement et donc de lien avec la flotte fantôme russe, l'Astrol 1. Pavillon russe, parce que regardez cette carte selon les analyses maritimes du trafic aérien et les données de Vesselfinder, nous sommes le 22 septembre, vous avez le navire qui passe par ce détroit d'Øresund et qui se rapproche des côtes danoises. Nous sommes à 50 km, c'est là qu'il a été aperçu de l'aéroport de Copenhague. Le 22 septembre, c'est le jour où le trafic aérien de l'aéroport de Copenhague est bloqué durant plusieurs heures. Et c'est le cas notamment pour l'aéroport voisin d'Oslo en Norvège. Donc on avance sur cette enquête et quand on prend un peu de recul, on voit la configuration de ce bateau, surface plate. Donc idéal pour lancer des drones. Selon des spécialistes, eh bien on fait un lien avec cet autre navire qui est dans le viseur des autorités allemandes ces dernières semaines. On fait un lien du côté de Berlin entre la flotte fantôme russe et l'intrusion répétée dans l'espace aérien. Le bateau qui a été arrêté le 7 septembre par les autorités allemandes. Et on en parlait à cette même heure le week-end dernier sur LCI Bénédicte. On se souvient de cette intrusion au-dessus de l'espace aérien allemand, à la frontière avec le Danemark. Et là encore, on fait un lien du côté de Berlin, même si on ne sait pas quel pourrait être le bateau en question. On parle d'un navire de 100 mètres. Un lien donc avec la flotte fantôme russe et une enquête qui est en cours. Alors il n'y a pas que la flotte fantôme russe manifestement, Brandon. Il y a aussi autre chose, des drones qui arrivent sur les territoires européens en pièces détachées. Avec un autre type d'acheminement. Alors, on parle par les airs. Alors là, je vous montre un drone qui n'est pas celui-ci en question, mais c'est plus pour imager et agrémenter cette infographie. Un drone qui arriverait par la route, selon les autorités polonaises et lituaniennes. Vous l'avez dit, en pièces détachées, en morceaux, dissimulés à l'intérieur de boîtes de conserve. Tout ça, c'est la direction militaire du renseignement russe qui orchestrait cette opération en recrutant des coursiers directement depuis Telegram. Alors, des drones en pièces détachées, mais pas uniquement. On apprend aussi qu'il y a des explosifs, toujours en pièces détachées, avec un recrutement via Telegram et dans des boîtes de conserve. Les autorités lituaniennes qui affirment cette semaine que des explosifs ont été retrouvés dans des boîtes de conserve à l'intérieur du cimetière de Kaunas en Lituanie. Complètement incroyable. Merci beaucoup. Merci Brandon pour cette grande enquête. Marianne Babiche, ça vous surprend ou pas? Parce qu'on avait vu, on se souvient les histoires, les affaires de moteurs de machines à laver, de cartes mères également pour de l'électroménager qui avait été envoyé en Russie, etc. Retrouver quand même des morceaux de drones dans des boîtes de conserve pour être réassemblés ensuite, c'est lunaire. Oui, c'est quand même impressionnant le niveau technologique, on dirait, qui est présent actuellement. Mais à vrai dire, cela ne me surprend pas
du fait que ça peut être justement, et c'est assez probable que c'est la partie russe, et le fait qu'il niait toujours même les attaques sur les civils, et il continue de le faire. Donc c'est très probable encore. Et d'ailleurs, même Vladimir Poutine récemment a annoncé que les pays de l'OTAN mènent la guerre contre la Russie. Donc pour lui, c'est déjà en quelque sorte cette guerre hybride contre les pays européens, et il faut justement montrer une réponse unanime et forte. Il faut quand même les abattre. Et en Ukraine, on ne dit pas qu'il faut les abattre avec des missiles qui coûtent énormément cher en comparaison avec ces drones, mais par exemple utiliser d'autres moyens comme les systèmes de combat radioélectronique, les REB, en fait, qui sont des champs magnétiques et qui permettent d'abattre en fait ces drones parce qu'ils brouillent la fréquence. Les perdre. Oui, c'est ça. Il y a aussi même des cas à Kherson, dans la région de Kherson, il y avait un agriculteur qui préservait ses champs pour pouvoir en fait récolter du blé, et il protégeait les champs avec une mitrailleuse. Il abattait des drones, mais malheureusement après quelques mois de ces pratiques comme ça, il était quand même ciblé aussi par un drone et il a été tué. Mais quand même, il y a des techniques moins chères. Et juste sur les provocations, je voulais ajouter qu'on parle aussi d'une autre provocation de navires de guerre russes. Il y avait le pointage d'armes sur les navires danois, sur les hélicoptères. Donc ça craint aussi, et ça monte toujours en angoisse quand même. C'est quand même pas compliqué d'aller les abattre, Stéphane. On a du mal à comprendre. C'est une question de volonté politique. Si on veut les abattre, on les abat. Alors, il n'y a pas uniquement une question de volonté politique. On est aussi un peu victime de notre droit. Par exemple, le droit aérien en Europe ne fait qu'aborder la question des drones. Il est encore à ses balbutiements. La manière dont on traite un drone, y compris un drone ami, y compris un drone que vous avez vous-même produit, ne fait pas l'objet d'une juridiction très 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 précise aujourd'hui. Donc c'est tout à fait possible. Le droit européen, par exemple, on voit aussi à quel point il nous gêne. Vous avez vu que la Finlande, un tribunal finlandais a interdit l'enquête sur un bateau russe qui avait été pris en flagrant délit de couper un câble sous-marin sous le prétexte qu'il était dans les eaux internationales. Et ça, évidemment, les Russes sont assez habiles pour aller faire ce genre de choses. Donc, c'est pas qu'on est impuissant, je pense. On n'est pas impuissant, mais vous avez raison, en fait. Tout le jeu consiste à maintenir à la fois la fermeté et l'ambiguïté. La fermeté, ça veut dire il faut traiter chaque incident et n'en laisser passer aucun. L'ambiguïté, c'est on laisse imaginer à l'adversaire, en l'occurrence à la Russie, ce que nous pourrions faire le jour où on va le faire. C'est ça, en fait. Donc, c'est pas le fait d'abattre systématiquement tous les drones et tous les avions qui franchissent la frontière ne serait pas forcément la meilleure solution. Oui, c'est ça. Alors, il n'empêche que, et ça va coller avec ce que vous dites, on s'y entraîne, on s'y prépare, on y réfléchit. Exemple avec ce reportage qu'a tourné Elisa Cléache pour nous. On est à bord d'une frégate de la Marine nationale française. Donc, regardez. Sur cette frégate, ils sont la cible à abattre. Les drones. 5 navires de la marine comme celui-ci se plient à l'exercice. Un défilement droite. On va passer sur l'avant. Car face à la menace russe, l'armée française veut se moderniser. Mitrailleuses, brouilleurs, en mer, mais aussi au sol, comme avec ses blindés. Selon cet ancien général, la France serait pleinement dans son droit si elle décidait d'abattre ces drones. Le seul risque qu'on pourrait avoir, c'est d'abattre un drone qui dommage notre population, qui provoque un dommage sur notre population ou nos infrastructures. À la suite des nombreuses violations de leur espace aérien ces dernières semaines, les Européens réfléchissent à mettre en place un bouclier anti-drone aux frontières de l'Europe, avec par exemple ces robots mitrailleurs déjà déployés en Ukraine. En fait, Général Perruche, ça coûte plus cher de défendre que d'attaquer. C'est ça notre problème, en fait. Oui, en ce moment, effectivement, quand vous avez une nouvelle technologie qui apparaît comme ça sur un champ de bataille, je dirais que l'attaque a toujours l'avantage sur la défense, puisque la défense, elle est en réaction. Et je compare un peu ça avec ce qui s'est passé avec le char pendant la Première Guerre mondiale.
le char arrive. Vous savez, avant qu'on fasse le premier missile anti-char, il s'est passé des dizaines d'années. Ouais, au départ, on essaye de neutraliser ces chars avec des canons, et puis ça va pas très bien. Après, il y a le char contre char, et puis à la fin, on finit par découvrir ce missile anti-char qui coûte moins cher que le char. Parce que vous avez soulevé le problème tout à l'heure. Si pour démolir un drone qui coûte quelques centaines d'euros, il faut dépenser des millions d'euros avec des missiles, ça ne colle pas. Oui, on ne peut pas tenir d'ailleurs. Surtout que la caractéristique des drones, c'est qu'ils peuvent être utilisés avec une grande diversité de fonctions et de volumes, et ils peuvent agir en essaim, y compris avec des leurres à l'intérieur. Donc vous voyez la difficulté dont on parle, qu'on abordait tout à l'heure. Premier problème pour les drones, il faut les détecter. Mais après, il faut discriminer. Parce que vous avez les bons drones, ceux qui sont utilisés tous les jours par des ministères civils, et puis vous avez les drones qui peuvent être nuisibles. Et quand on aborde les drones qui peuvent être nuisibles, ce n'est pas automatiquement des drones de destruction. Ça peut être des drones qui font simplement du renseignement. Ou bien simplement de la perturbation.